Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter rapidement le contenu du livre sur le machine learning, livre qui va sortir autour du mois de janvier 2021 et qui concerne les outils du machine learning et qui insiste particulièrement sur l'aspect pratique. Donc ce livre a une partie théorique qui est extrêmement réduite, contrairement à de nombreux ouvrages du domaine, et il se focalise sur une démarche pragmatique des différents problèmes. Ce livre est disponible évidemment sur le site de l'éditeur, édition-ellipse.fr, mais il sera aussi disponible sur le site de la FNAC et sur toutes les librairies en ligne. Alors nous sommes 4 membres du LIMOS, 4 membres ou anciens membres du LIMOS, et nous avons des activités de recherche assez variées. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur le site du LIMOS. Vous y trouverez en particulier nos listes de publications et parfois un résumé des différents travaux. Le LIMOS est un laboratoire d'informatique de l'université de Clermont-Ferrand dans lequel on retrouve des thèmes de recherche très variés. Et en consultant ce site, vous aurez une idée générale de ce que les chercheurs font au sein du LIMOS. Alors, la thématique du machine learning qui est traitée dans ce livre est une thématique finalement qui est assez récente. Si on replace ça dans le contexte plus global de tous les travaux qui ont été faits en statistique et en proba, la plupart de ces travaux ont plusieurs centaines d'années. Tandis que le machine learning connaît depuis une période assez récente un engouement très important, en particulier depuis l'arrivée de bibliothèques, essentiellement en Python, qui favorisent ou qui aident à l'utilisation de ces différents algorithmes. Comment peut-on situer le machine learning par rapport à des thématiques entre guillemets plus classiques? Eh bien, typiquement, en recherche opérationnelle, on associe par exemple la programmation par contrainte, la programmation linéaire, la théorie des graphes, et on résout des problèmes assez compliqués. Par exemple, on résout en recherche opérationnelle des problèmes de tournée de véhicules, des problèmes de voyageurs de commerce. Et le machine learning apporte une approche complémentaire, différente et complémentaire. Par exemple, il y a actuellement des travaux qui sont menés et qui sont très prometteurs, par exemple à l'université de Lorient ou en Belgique, sous l'impulsion de Kenneth Sorensen, pour revisiter les problèmes de tournée à l'aube de ces outils de machine learning. Alors ces outils, ils sont extrêmement nombreux et il est particulièrement compliqué d'en donner une classification. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a essentiellement des problèmes d'apprentissage supervisé dans lesquels on retrouve des régressions linéaires, par exemple, des problèmes de classification dans lesquels on retrouve des différents types de réseaux bayésiens, des arbres de décision. Il y a aussi des problèmes qui sont abordables avec des réseaux de neurones, par exemple des problèmes de classification non linéaire. Et puis, à côté, il y a encore tout ce qui concerne la fouille de données avec le pattern mining. Alors, qu'est-ce que ce livre traite? Eh bien, il traite un sous-ensemble de ces méthodes. Alors, dans le chapitre 2 et 3, on retrouvera une présentation des réseaux de neurones qui sont incontestablement une des méthodes phares aujourd'hui du machine learning et qui sont basés sur des graphes qui vont permettre de faire des calculs. Des graphes qui modélisent ce qu'il y a en sortie, la couche de sortie, ce qu'on cherche à apprendre, le phénomène qu'on cherche à appréhender, et sur la couche d'entrée, les données qu'on possède. La caractéristique de ces méthodes, c'est qu'il s'agit de méthodes pour lesquelles il faut passer par 2 étapes. Il faut d'abord faire apprendre au réseau des nouvelles informations, donc il faut disposer d'une base d'apprentissage, et ensuite on va utiliser ce réseau correctement réglé pour faire de la prédiction. C'est ce qu'on fait en traitement d'image. On a fait apprendre au réseau une classification des chiens, des chats, des différents animaux, et maintenant on a des réseaux qui sont capables de classer tout seuls différentes photos. Donc ce qui est important, ce sont des méthodes sur lesquelles il y a vraiment 2 étapes très importantes, et l'étape d'apprentissage est probablement la méthode la plus compliquée dans ce type d'approche.
Les réseaux bayésiens, ils font l'objet d'un chapitre entier dans ce livre-là. Et les exemples que nous avons repris sont des exemples qui viennent du milieu médical, dans lequel on a de nombreuses collaborations, on a une solide expérience de recherche. Ce sont des réseaux qui vont permettre de calculer des probabilités conditionnelles et de répondre à des questions du type, eh bien, si un ensemble de conditions sont vraies, quelle est la probabilité que j'ai d'avoir telle maladie ou d'être atteint de telle pathologie? Ici, on a considéré qu'on avait l'IMC et l'âge d'un individu et des données sur son comportement alimentaire et sur son comportement d'activité physique. Et on s'intéresse à la probabilité qu'un individu ait du cholestérol, du diabète ou des maladies cardiaques. Donc on peut maintenant, connaissant un IMC, connaissant un niveau d'activité physique, en déduire quelle est la probabilité d'avoir du diabète. Donc on répond à des questions simples du style quelle est la probabilité d'avoir du diabète, sachant que j'ai un IMC qui vaut 21, une activité physique modeste. Alors là aussi, pour utiliser des réseaux bayésiens, il faut d'abord construire ce réseau, associer à chaque nœud des tables de probabilité, et ensuite on va pouvoir faire des études à partir de ce réseau. Les méthodes de classification font aussi l'objet d'un chapitre dans ce livre. La plus connue, c'est certainement les arbres de décision. Et pour finir, nous avons aussi une partie qui se focalise sur le pattern mining. Le pattern mining, c'est l'idée que dans une série, on va pouvoir identifier des phénomènes périodiques ou qui sont presque des phénomènes périodiques. Par exemple, si on équipe une personne âgée qui est atteinte d'un problème de la marche, qui boite par exemple, avec un téléphone, si on l'équipe avec un téléphone, si on mesure l'accélérométrie du téléphone, il est probable que son défaut de la marche, le fait qu'elle boite, puisse se matérialiser sur un schéma identique à celui-ci, sur lequel on va voir certainement un phénomène presque périodique se reproduire et qui correspond au mouvement des hanches, au fait que la personne boite. Et le dernier point abordé dans ce livre, c'est les séries chronologiques, c'est-à-dire des séries sur lesquelles un abscisse, on a des dates, et on va se poser la question de savoir quels sont les phénomènes périodiques qui apparaissent, quelles sont les tendances sur de telles séries, et comment on peut faire éventuellement des prévisions sur ces séries. Alors, comment vous montrer l'utilisation du machine learning? Eh bien, ici, dans ce petit exposé, nous allons faire un focus sur quelques activités de recherche que nous menons, ou que nous avons déjà menées, sur le domaine de la e-santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au problème de la e-santé de manière générale? Eh bien, tout simplement parce que, compte tenu du nombre de médecins, compte tenu aussi du fait qu'on peut se trouver dans des situations difficiles, telles que celles qu'on a connues pendant l'épidémie de Covid, où il est compliqué de faire déplacer les médecins jusqu'aux patients, il y a une vraie nécessité à ce que les individus deviennent des acteurs de leur propre santé. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de possible avec l'arrivée de moyens faciles d'accès, peu chers, qui se sont répandus dans la population, tels que les téléphones portables ou les montres connectées ou encore les tablettes. Ça veut dire que sur ces moyens informatiques, on peut imaginer faire tourner des programmes qui aident les individus à prendre en charge leur propre santé. Alors, les recherches dans ce domaine ont explosé dès les années 2010 et on trouve un très grand nombre de publications scientifiques autour de la e-santé. Pour s'en convaincre, il faut se connecter sur Google Scholar, sur Science Direct et faire une recherche avec des mots-clés comme healthcare, smartphone, et on découvre alors que le nombre de publications ne fait que augmenter. Alors, les questions de recherche qui
nous ont intéressés et qui nous intéressent encore sont des questions qui concernent quelle est l'activité physique des individus, des gens en conditions habituelles de vie. Quels sont leurs comportements alimentaires et quelles sont leurs émotions, leur perception de leur comportement. Ces 3 points de recherche semblent relativement simples, mais en réalité ils sont très complexes parce qu'il est compliqué de collecter des informations en conditions habituelles de vie. Il est compliqué de demander à quelqu'un de remplir un questionnaire sur ce qu'il fait dans sa journée. Si on le fait, ça va être une tâche qui va être pénible pour lui et qui va probablement être entachée de nombreuses erreurs liées au fait que rien que l'activité de collecte, d'écrire ce qu'on fait, ou bien ce qu'on mange, c'est une activité compliquée et qui va être extrêmement chronophage. Voilà. De plus, on sait aussi que si on demande à des individus de décrire leur comportement alimentaire, en fonction des individus, l'analyse du comportement n'est pas la même. On peut penser par exemple à une portion de viande, une portion de frites. La notion même de portion dépend des individus. Elle ne sera pas la même pour quelqu'un qui est normopondéral, quelqu'un qui est autonome ou une femme, quelqu'un qui est en surcharge pondérale ou non. Donc, ce qu'on pense, c'est que les données comportementales, l'activité physique, le comportement alimentaire, l'état émotionnel méritent d'être analysés parce qu'ils peuvent être des éléments qui favorisent ou pas l'apparition de pathologies. Alors, pour répondre à cette question, le LIMOS et l'INRA ont développé des activités de recherche qui ont abouti à la création d'un système dédié à cette problématique, qui est un système Active Collector, dont vous trouvez l'adresse ici en haut à droite. Et ce système, en fait, permet à des téléphones portables d'être connectés à un serveur. Et le téléphone, eh bien, il va collecter de manière presque automatique les informations sur le comportement d'activité physique des volontaires. Il va permettre de collecter, avec une approche très originale, les comportements alimentaires. On ne questionnera pas les gens avec des questionnaires relativement longs. On va essayer de limiter le nombre de questions. Et puis, on a aussi une partie sur les émotions. Donc, l'ensemble de ces données va remonter jusqu'au serveur. Et une fois que les données sont disponibles sur le serveur, on va pouvoir les analyser, faire un retour vers les chercheurs, mais aussi faire un retour vers... Nous espérons que ce livre va vous permettre de découvrir les outils du machine learning. L'approche qui est proposée est une approche très pragmatique et chaque chapitre essaie de couvrir un élément particulier du machine learning. C'est loin d'être exhaustif, mais ça devrait vous permettre d'avoir une idée de ce qu'est le machine learning. On espère aussi que les petits exemples qu'on utilise dans ce livre vous permettront de progresser et vous permettront de mettre des exemples concrets en face de concepts qui peuvent être parfois un petit peu complexes. On espère en tout cas que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre et à refaire les exemples du livre que nous en avons pris à écrire ce livre. En tout cas, on vous dit à très bientôt et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on essaie de répondre aux différents mails que l'on reçoit. À très bientôt pour peut-être de nouvelles aventures.